un podcast produit par Fakir. Le monde de la musique peut sembler attrayant de l'extérieur, mais froid et hostile quand on s'y aventure sans équipement. Une fois pénétré, son écosystème peut prendre la forme d'une forêt impraticable, touffue, sauvage et qui cache une biodiversité riche. Des années à tenter de s'y repérer ne suffisent pas toujours pour trouver le chemin qui nous fera sortir de l'isolement. Bonjour chers auditeurs, je suis Nastasia et vous écoutez Eye of the Tiger, un guide de survie pour tout musicien et musicienne qui cherche sa place dans le paysage musical belge. Alors que la première saison arpentait les fondamentaux construits par l'artiste pour lancer sa carrière musicale, cette expédition m'amène maintenant à suivre les traces de l'artiste en interaction avec son environnement professionnel. 4 étapes vont rythmer mon voyage dans cette taïga: la diffusion, la formation, le financement et la médiation. Au cours de mes rencontres, acteurs et actrices du secteur musical se sont confiés sur un milieu changeant et incroyablement diversifié. Nous allons ensemble défricher cette taïga le temps de 4 épisodes. Saison 2, baliser son sentier. On le constate chaque jour, les réseaux sociaux occupent une place considérable dans la communication des projets musicaux. Que ce soit à travers des publications très travaillées, spontanées, pour présenter les derniers titres, les derniers concerts, ou juste montrer leurs photos de leur chat. Les artistes ont investi ces outils de partage pour s'adresser directement à leur public et aux professionnels du secteur de la musique. Cette fanbase, cette communauté va partager la même passion pour l'artiste et son projet musical. Pour le 2e épisode de cette saison 2, Baliser son sentier, j'aimerais questionner l'influence de cette communauté sur les choix de programmation. Est-ce qu'un chiffre d'écoute ou un nombre de followers va automatiquement se traduire par une salle pleine ? Que doit-on impérativement mettre en avant quand on veut communiquer sur son projet musical ? Est-ce qu'il y a des éléments incontournables à éviter quand on veut s'adresser à des programmateurs et des programmatrices ? C'est ce que nous allons tenter de voir ensemble avec nos 4 invités. Pour commencer, je me suis tournée vers Laetitia, qui évolue dans le secteur de la musique depuis plus de 10 ans. Chanteuse, auteure, compositrice et claviériste, elle porte son projet solo Condor et collabore avec 2 autres projets, Dansan et Antoine Willomans. Alors, figure-toi que je me suis récemment inscrite sur TikTok. Bon, je comprends pas grand-chose. J'apprends de nouveau, un nouvel apprentissage d'un réseau que je ne maîtrise pas du tout encore. Moi, j'utilise beaucoup Instagram, de moins en moins Facebook. Après, la communication est différente sur chacun des réseaux. C'est pas le genre de truc qui m'emballe spécialement en fait de faire ça. Donc c'est vraiment, c'est un peu comme une tâche que je m'oblige à faire. Mais je dirais en tout cas sur Instagram, tous les 2-3 jours. Sur Facebook, ça peut être une fois par semaine. C'est pas non plus, je suis pas une dingue des réseaux sociaux, quoi. Justement, j'ai demandé à Lucille, la seconde artiste que vous allez entendre pour cet épisode, de nous parler de son utilisation de Facebook et Instagram. Est-elle la même quand on communique sur son projet musical ? L'utilise-t-elle de la même manière ? Avec la même fréquence ? Lucille est auteure, compositrice, musicienne et coach scénique. Elle mène son projet solo Lux Montes et est membre du groupe Babyfire. Elle est aussi dans l'agence de management Une Fois et coordonne depuis 2013 l'association Elles en ont qui soutient la visibilité des femmes dans les musiques actuelles. On sent qu'avec le temps, Facebook, Instagram, déjà ont des publics avec des âges, ça touche des générations différentes. Donc je pense que c'est important de continuer à diffuser sur les 2 plateformes. Je trouve l'intérêt de Facebook, c'est de pouvoir partager des événements. On n'a pas cette flexibilité encore avec Instagram. Instagram, je trouve que là où c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir publier dans des stories des liens. Il y a quelque chose avec la story qui est je trouve plus simple avec Instagram que Facebook. Donc c'est vraiment 2 communications. Ce qui me fait dire que quand je reste longtemps sans vraiment d'activité, maintenant, je sais que c'est pas très bon pour les algorithmes, mais c'est aussi le moyen de se préserver. Et donc je vais peut-être moins communiquer
Voilà, je sais pas ce que les gens voient en fait, je sais pas comment c'est perçu, c'est ça qui est parfois difficile. Je me dis est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez, qui voit quoi. Alors, encore une fois, c'est différent sur les deux réseaux que moi j'utilise. Donc sur Facebook, je vais plutôt effectivement communiquer sur les événements à venir, alors que sur Instagram, je peux publier des photos de la vie de tous les jours, par exemple, des choses que je trouve belles. Bon, j'avoue, j'aime beaucoup mettre des photos de mon chat. Enfin, ce genre de choses qui permettent effectivement de continuer à exister, de continuer à avoir de la visibilité, qui ne concernent pas spécialement le développement du projet pur, quoi. Voilà. The Eye of the Tiger. Mais la présence de l'artiste sur la toile ne se limite pas qu'à ces deux-là. Il y a les plateformes de streaming, le site, les mails. Bref, un panel sans fond de possibilités où le projet de l'artiste peut être présent. Alors lesquels choisir et pourquoi ? C'est une question que j'ai posée à Jean-Yves, qui travaille pour Festival Liège depuis 2007. Il organise aussi le Festival des Ardentes depuis 2006, les Transardentes pendant 10 ans et est programmateur du Réflector. J'ai l'impression que YouTube, ça reste un canal où on peut mettre une vidéo et un son et avoir des résultats. Donc ça me semble être un bon début. Spotify, ça peut l'être, mais ça peut vite être perdu si on n'a pas aussi les bons relais dans les playlists. Parfois, il peut se passer un miracle où on tombe sur une playlist, mais maintenant, c'est de plus en plus cadenassé et que c'est difficile. Le site, effectivement, si c'est maintenant composé d'une belle image avec 4 liens vers YouTube, un Instagram, c'est suffisant. Faut pas avoir un ami qui fait un site web à 10 000 euros pour démarrer. Mais SoundCloud aussi, je pense qu'en SoundCloud, où il peut y avoir 4-5, un petit peu un éventail, ça peut être même plus efficace de le mettre sur SoundCloud au début que vraiment mettre son EP sur Spotify qui va avoir aucun résultat et qu'on va aller voir, on va voir 125 écoutes. Pour moi, c'est un peu l'équivalent d'une démo qu'on recevait à l'époque. On recevait la démo du groupe, donc c'est moins, c'est moins. On se dit pas, oh, c'est quelque chose de sérieux qui est sorti et il n'y a pas d'écoute. Là, on se dit, ah ouais, c'est une démo, donc ça va passer à l'étape supérieure. Oui, pour les plateformes de streaming, je dirais que ça, c'est une fois qu'on a un distributeur. Il faut quand même veiller à ce que chaque page artiste soit quand même, la bio soit mise à jour, que les dates soient bien répercutées. Donc il y a quand même un travail à faire. Après, moi, je m'occupe pas des autres plateformes, à vrai dire. C'est tentaculaire comme projet, donc je fais déjà on va dire ce que je peux. Dans mon cas, c'est pas moi qui gère ça non plus, donc je ne choisis pas. Et alors, les newsletters, j'y ai réfléchi longuement, mais en fait, je me suis rendu compte que personnellement, moi, j'aime pas recevoir des newsletters, donc je n'avais pas envie de le faire pour mon projet. C'est du temps, c'est du travail, mais pour moi, c'était important parce que je sentais qu'à un moment, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui peut vite évoluer, disparaître, et que tous ces contacts qui sont là et qui aiment le projet, on n'a pas de lien avec eux, on n'a pas d'accroche. Et donc, c'est une autre manière de s'adresser aussi aux personnes. J'ai l'impression que les sites internet maintenant sont bien moins importants que ce qui n'était avant. Après, j'en ai fait un parce que je crois que c'est quand même un signe de légitimité et que souvent les gens tapent quand même le nom d'un projet dans un moteur de recherche et le premier truc sur lequel ils sont censés tomber, c'est un site internet. Et je me rends compte qu'en fait, je passe pas suffisamment de temps du tout à mettre à jour ce site internet. Je ne suis même pas certaine d'avoir parlé de la sortie de mon album qui est sorti il y a 3 mois quand même. Je mets tellement ça comme quelque chose d'un peu obsolète. Du coup, j'y accorde beaucoup moins d'importance. C'est vrai que c'est un outil, je me posais la même question, je me dis à un moment, est-ce que c'est pas obsolète ? On voit des sites one page où juste on a les infos principales, où maintenant on a des Linktree qui ramènent vers les différents sites en fait. Donc, et pour moi, c'est un peu comme la newsletter, je trouve que c'est une autre temporalité. Ça permet d'archiver et à un moment d'avoir une vision complète du projet, d'avoir les photos, toutes les vidéos qui sont sorties, d'avoir toutes les dates. Et c'est comme une petite île, une bouée où à un moment on se dit ok, si à un moment on est perdu, on ne sait pas où trouver l'info, on sait qu'à un endroit on aura tout. Voilà, je dirais que c'est vraiment une communication un peu parallèle et pour moi un peu plus durable et pérenne. Moi, j'étais
j'étais nulle, mais nulle, super nulle au niveau des réseaux sociaux, au tout début de Condor en tout cas. Je dis pas que je suis super douée maintenant non plus, mais j'ai découvert Instagram vraiment au début du lancement du projet. Donc oui, j'ai dû demander un peu d'aide pour me familiariser un peu avec tout, quoi. Je comprenais rien, j'étais lente, tout prenait un temps dingue, j'avais l'impression de perdre mon temps à chaque fois. Donc oui, me faire épauler, ça a vraiment bien aidé. Maintenant, j'arrive à être un peu plus... à faire les choses moi-même, quoi. Travailler les réseaux sociaux ne fait pas partie de la formation musicale des musiciens et musiciennes. Comme le disait Laetitia, quand l'artiste se lance, c'est à tâtons, dans le noir. Yael doit éviter les pièges, doit apprendre de ses erreurs et construire au fur et à mesure son identité musicale. Ce qui était difficile pour moi, et je crois qu'il y avait vraiment une résistance mentale, c'était les stories. En fait, j'ai l'impression que tout ce qui doit maintenant être posté doit être de plus en plus court et de plus en plus en mouvement. Voilà, c'est pour capter l'attention. Et donc, c'est une contrainte en plus, c'est des médias à produire, c'est du contenu à produire. Je me souviens quand je fais des écoutes de démos, il y a des groupes de rock, ils veulent tout de suite sortir un album. On va enregistrer un album. Elle dit, mais ça sert à rien, faites pas un album, plus personne ne écoute. Vous n'allez pas vendre un album, vous avez sûrement déjà pas assez de bonnes chansons pour faire un album, donc enregistrez un morceau, travaillez-le bien, travaillez un clip, une esthétique. Et alors là, ils font, oh, mais non, on veut enregistrer un album, parce que voilà, le format, c'est l'album. Alors que dans la musique urbaine, ils veulent faire un son, et c'est plus adapté à la manière de communiquer actuelle, et à la manière de la communiquer. Ça s'adapte mieux de sortir un son, de sortir une vidéo, un artwork, alors que sortir un album, il faut des communiqués de presse, il faut un article dans le MAD, et c'est toute une communication qui est plus en old school, j'ai l'impression, et qui passe moins et qui touche moins les jeunes, du coup. Et parfois, c'est un peu... Oui, c'est fatigant. Et du coup, je crois que j'ai appris un peu sur le terrain en regardant des tutos sur YouTube à un moment. Il y a toujours des bugs, voilà, un truc à un moment qui se publie pas, il synchronise pas sur Facebook, et donc il faut recommencer sur Facebook. Oui, en fait, c'est beaucoup de temps, j'ai l'impression, à défaire et à refaire... parce qu'on a oublié des trucs, quoi. Oh, ça m'arrive encore même souvent, en fait, dans les stories où j'oublie des trucs, où je mets des mauvais liens. Enfin, je fais tellement de trucs en même temps que oui, je copie-colle les mauvais liens et ça renvoie sur des autres trucs. Enfin, ouais, ça arrive encore de manière régulière, ça. On parlait justement de toutes ces erreurs auxquelles elles ont dû faire face, qu'elles ont dû éviter. Est-ce que cette communication n'a pas parfois desservi leurs projets musicaux face aux professionnels du secteur ? Pour répondre à cette question, je me suis tournée vers une structure liégeoise, Sphère Sonore, anciennement Sa Balance. Sphère Sonore propose un programme d'accompagnement pour 6 artistes qui sont issus du monde jazz, musique du monde et musique actuelle. Sphère Sonore propose aussi un soutien pour l'octroi de subsides pour les structures ou les artistes dans le secteur de la musique, un studio d'enregistrement et est aussi curateur d'événements. C'est Gilles, responsable du service musique de Sphère Sonore, que vous allez entendre. Je n'ai pas vraiment de cas où c'était catastrophique dans les groupes qu'on a pu suivre en accompagnement. Mais j'ai des cas où toutes les 2 semaines, j'ai un mail qui est plus ou moins le même, avec soi-disant la dernière vidéo qui est sortie, mais bon, ça fait 18 fois que j'ai reçu ce mail-là, donc la récurrence des mails aux mêmes personnes, ça il faut oublier. Et sinon, un groupe qu'on a eu en début d'accompagnement, qui avait un nom composé de 2 prénoms, qui a bien progressé, qui tourne beaucoup, et 4 ans après, qui annonce qu'ils vont changer de nom, mais après avoir fait quelques festivals, de belles scènes, voilà. Malgré les conseils que tout le monde leur a dit dans l'entourage, t'es persuadé, non, voilà, on le gardera à vie, et maintenant je pense que y a une grande partie du travail qui doit être recommencé. Heureusement, il y a une équipe professionnelle autour d'eux maintenant, je pense que ils sauront faire le nécessaire, mais ils vont perdre des gens dans l'aventure, ça, on en est persuadé. Oui, ça arrive souvent, ou des groupes qu'on voit en concert à côté duquel on n'était pas. On se dit, c'est bien en fait, et à côté duquel on était passé parce que l'esthétique du clip était pas bonne, l'image et la communication derrière étaient mauvaises. Et puis finalement, sur scène, où c'est quelque chose de plus beau, on se dit, finalement, c'était bien. J'imagine que c'est tout le sujet ici de la discussion. Je me dis, c'est dommage que ce groupe-là n'est pas un petit peu mieux encadré, parce qu'il y a du potentiel, il y a du son, mais tout ce qui est autour, ça ne va pas. Et oui, c'est le sujet ici, mais moi, je pense que c'est vraiment important pour les groupes émergents, et c'est ce que Gilles expliquait au niveau de l'accompagnement maintenant, et je pense que c'est de plus en plus pris en compte, et c'est très important, c'est d'apprendre au groupe à gérer un petit peu tout ça, parce que c'est ce que les professionnels regardent. Mais parfois, je vois des projets où
il y a une bonne idée, il y a du talent, mais qui partent un peu dans tous les sens. De nouveau, comme Gilles l'expliquait, au niveau des concerts, on voit qu'ils ne savent pas où aller, quoi booker. Ils ne voient pas quelle image utiliser. Et ils nous envoient une image de presse qui est vraiment pas bonne. Et là, quelqu'un de professionnalisant qui peut les encadrer, leur dire « Ah non, ça c'était une photo de presse, ne l'utilisez pas, ça vous met pas du tout en valeur. » Laetitia nous parlait des photos de son chat qu'elle publie parfois sur ses comptes pro. Ça pose la question de l'intime dans le projet musical d'un ou d'une artiste. Moi, je pense que de manière générale, les réseaux sociaux fonctionnent mieux quand c'est personnel. Quand on y met un peu de soi. Enfin voilà, un des gros exemples récents, c'était Angèle au début. On avait l'impression, pour la fameuse histoire où effectivement, il avait joué nulle part, il avait 100 000 followers, je crois, sur Instagram, parce que on avait l'impression d'être avec elle dans sa chambre, à faire ses petites chansons et de raconter ses histoires. Moi, j'ai un peu du mal avec les gens qui étalent vraiment fort leur vie sur les réseaux sociaux. Enfin, après, tout le monde fait ce qu'il veut. Je dis que j'ai un peu du mal parce que personnellement, je pense que j'irai jamais jusque-là. J'ai pas l'impression d'avoir besoin d'étaler ma vie privée pour que les gens puissent apprécier ce que je fais. J'aime quand même ce côté de partager autre chose que juste des dates de concert ou des photos qui résument les concerts qui viennent de passer, mais sans en dévoiler trop. Personnellement, je trouve pas ça nécessaire d'aller trop loin dans l'intimité. Oui, je suis d'accord avec Laetitia pour ça. Et en ce moment, je trouve que sur les réseaux, il y a une tendance justement à être beaucoup dans l'intime, à montrer beaucoup l'intime. Pour ma part, moi, c'est pour ça qu'en tout cas, j'ai choisi un pseudonyme parce que j'avais envie de pouvoir mettre une frontière pour me dire ça, c'est mon lieu à moi et ça, c'est le lieu, c'est ce que j'ai décidé de montrer. Et justement, de pouvoir garder cette liberté de faire le choix de ce que je montre ou pas, en tout cas, moi, dans mon fort intérieur, quoi. De manière générale, les réseaux sociaux fonctionnent mieux quand on les nourrit, et c'est-à-dire qu'on partage des choses qui parfois n'ont rien à voir avec la musique, mais sont personnelles. Maintenant, faut savoir le faire, il faut le faire bien, il faut savoir le doser. Il y a des exemples complètement inversés qui fonctionnent aussi. Des gens qui ont une communication hyper cadenassée avec juste quelques éléments un peu mystérieux. Donc voilà, je crois que c'est un peu comme les fameux algorithmes. Parfois, on poste des choses, il n'y a rien qui marche, et puis on poste une belle photo, on se demande mais pourquoi cette photo-là marche. Il y a pas de recette. Je pense qu'il faut être quand même un peu sincère, parce que sinon, tous ces posts qui se veulent un peu personnels, ça sonne vite faux et c'est contre-productif. Ils se mettent en scène, en fait, et ça fonctionne. Maintenant, si on n'est pas fait pour ça, il faut pas se forcer aussi, parce que ce sera vraiment pour le coup, contre-productif. Mais je me rends compte que c'est pas évident. C'est pas évident pour des groupes ou des gens qui n'ont peut-être pas envie de partager ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont regardé. Mais parfois, ça devient contraignant à tel point qu'on a juste envie de partager l'info quand il se passe quelque chose. Alors qu'il faut retrouver peut-être un plaisir à instaurer un lien et en montrant dans les limites de ce qu'est artistiquement notre projet, montrant un peu de ce qu'on est aussi en dehors des événements. Et là, je trouve que c'est là que la frontière est parfois un peu poreuse avec Instagram, c'est qu'on peut vite être plus dans l'artistique, mais dans le quotidien, dans ce qui fait la vie personnelle. Donc, en tout cas, en l'occurrence, pour moi, c'est à chaque fois, j'ai envie parfois de poster quelque chose, je me dis, tiens, est-ce que là, on déborde pas, voilà. Mais c'est des directions artistiques après à prendre. Chaque artiste décide de prendre la direction qu'il veut, mais je trouve qu'à chaque fois, c'est des questions qu'on se pose, quoi. Enfin, moi, c'est des questions que je me pose avant de poster quelque chose. C'est difficile et je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Il faut avoir ça aussi au niveau de son caractère. Ça doit pas être une obligation. Non, tous les groupes, si vous voulez avoir plus d'audience, il faut passer par là. Je crois que c'est surtout pas ce qu'il faut faire, comme le disait Jean-Yves, parce que souvent on fait plus mal que bien. Mais c'est une question qui est assez compliquée, qui est peut-être très générationnelle aussi, parce que c'est la façon dont on consomme, qu'on scrolle, etc. Il faut partager de sa vie dans un cadre d'une création culturelle artistique. Voilà, je sais pas si dans 15 ans ou 20 ans où on en sera, si par exemple ça continue comme ça. Il existe en Belgique plusieurs formations, plusieurs accompagnements qui prennent différentes formes, parfois gratuites, à prix doux ou sur base d'un dossier, de résidence. Je pense notamment à Bruxelles au Studio des Variétés, au Conseil de la musique ou alors à Péroïte. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de devoir se former, s'accompagner pour acquérir une compétence qui a l'air d'être un métier en soi ?
On l'a déjà bien évoqué jusqu'ici, on voit toute l'ampleur de la responsabilité et de la charge quotidienne de devoir gérer sa visibilité sur les réseaux sociaux et sur la toile. Qu'est-ce que ça implique finalement pour l'artiste ? Comment Yael va acquérir ces compétences qui à la base ne sont pas prédestinées à son projet musical, mais sans lesquelles Yael ne peut pas diffuser son projet musical. Cette démarche, moi, c'est justement ce qui me frustrait beaucoup dans ce projet-là. Donc, j'ai commencé à m'inscrire à des formations, aussi de gestion d'association pour encadrer le projet. Et c'est pour ça que dès que j'ai créé mon projet Lux Montes, j'ai monté une association pour encadrer administrativement mon projet. Et là, j'ai essayé de me doter des outils, en fait, administratifs, mais aussi, communicationnels. Et puis, apprendre à envoyer un mail à un programmateur, même s'il n'y a pas forcément de recettes magiques, sinon je pense qu'on le saurait. Envoyer aussi à la presse, ça c'était une autre étape, je trouve importante. Mais ça a été vraiment, je dirais que c'est un travail qui s'est fait à chaque fois en parallèle de l'artistique, c'est-à-dire comprendre dans quel environnement professionnel j'évolue. Évidemment, il y a des redites, et puis je pense que c'est là aussi qu'on apprend, justement, quand on entend plusieurs fois la même information. C'est vrai que les métiers de la musique étant très complexes, moi, c'est en faisant beaucoup de formations qui m'ont répété la même chose, mais c'est des gens différents, sous différents angles. C'est comme ça, on va dire que mon savoir sur le milieu de la musique s'est consolidé, quoi. Là où je fonctionne de manière complètement différente, c'est que moi, je pense que j'aurais jamais eu le courage de faire toutes ces démarches administratives moi-même. Donc dès le début, en fait, j'ai été encadrée par une structure, par des gens qui communiquaient avec les programmateurs, parce que je me sentais pas les épaules de le faire. Je crois que c'est un vrai métier. C'est assez dur, en fait. Il y a deux choses. Il y a la façon dont on aborde les professionnels du secteur pour poser des questions. Mais là, on apprend, en tout cas, on essaie de transmettre ces compétences-là. C'est d'abord essayer de se connaître soi-même et d'essayer d'identifier son projet au mieux. Parce que si le produit, parce que malheureusement, on doit parler parfois de produit, n'est pas bien identifié à la base, on ne sait pas communiquer dessus. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on fait. Et ensuite, il y a la communication vers l'extérieur. Et là, c'est essayer d'avoir quelque chose qui est cohérent et homogène. Aussi bien dans la façon dont on va démarcher les concerts, d'avoir quelque chose qui va monter en puissance. Pas commencer à faire une date dans un café, puis aller demander pour faire, je sais pas moi, le botanique ou quoi, et puis faire la kermesse dans son village. Donc il y a toute une hiérarchisation à avoir. Et au niveau de la communication, il y a un visuel à créer, il y a tout un univers. Donc on travaillera, les groupes qui seront suivis chez nous travaillent avec des personnes qui sont spécialisées au niveau graphisme, au niveau du clip aussi. On va avoir des petits ateliers aussi qui seront importants pour qu'il y ait une ligne de conduite du début jusqu'à la fin du projet. Je me souviens la première fois qu'on avait booké un 995, qui est le groupe de Necfeu. Je les avais contactés, je leur avais envoyé un message privé sur Facebook. Je leur ai dit « Salut les gars, c'est bien ce que vous faites. Est-ce que quelqu'un s'occupe de vous ?» Et ils nous avaient renvoyé une adresse Gmail. C'était un ami à eux, je crois, qui s'occupait d'eux. Et on les a bookés. Je crois qu'on a été les premiers en Belgique à les booker. Et tous les agents nous demandaient « Mais vous êtes passé par qui ?» Je dis moi, je leur ai envoyé un mail sur Facebook. Plus tôt dans l'épisode, on discutait des différentes plateformes où l'artiste était présent avec son projet musical. Les mails, les sites sont une option pour présenter et pour diffuser son projet. Mais qu'en est-il de la place des réseaux sociaux dans la découvrabilité des artistes pour un ou une programmatrice ? J'imagine avant, moi, comme j'expliquais, j'ai commencé en 2007, donc c'était l'émergence vraiment, il y avait MySpace encore et il y avait Facebook qui arrivait. Mais je me souviens, on avait les ultra top, on avait des résultats de vente, on avait un peu des revues de presse, on disait voilà, il y a eu un article dans Riff Raff ou dans Le Soir, et on se disait ce groupe, il passait à la radio, et donc on se dit ce groupe doit avoir tel ou tel impact. Tandis que là maintenant, c'est vrai que même un groupe, je pense, des Moji S-Boy par exemple, ici à Liège, qui est un groupe de hip-hop qui a une très très grosse communauté en ligne, la première fois que j'ai entendu parler d'eux, j'étais voir, je voyais, ils avaient déjà des milliers de vues sur leur YouTube, et je me suis dit, oula, là il se passe quelque chose, ce sont des Liégeois, même à Liège on ne les connaissait pas encore vraiment, et on voyait qu'ils avaient déjà une grosse communauté en ligne, donc ça permet vraiment de se faire une idée et de se dire, ah oui, là il y a quelque chose, il faut vraiment y être attentif, mais il ne faut pas non plus que ce soit de l'effet pervers, il ne faut pas non plus se dire, voilà, là il y a quelque chose de très bien, où il n'y a pas de communauté, c'est aussi notre rôle de les aider à progresser.
Mais c'est un vrai indice, c'est quelque chose qu'on regarde, encore plus dans tout ce qui est au niveau du hip-hop où les groupes sont très présents, que dans le rock où parfois c'est un public un petit peu plus âgé, enfin, on le remarque dans nos statistiques de concerts, et où les chiffres des réseaux sociaux sont peut-être moins pertinents. On voit que, oui, voilà, il y a un groupe, il a pas 100 000 followers sur Instagram, mais on sait qu'il a un public fidèle de trentenaires, quarantenaires qui va venir. Donc voilà, il faut être prudent et analyser les chiffres de manière intelligente, mais c'est quelque chose qu'on suit, oui. Nous, en tant qu'entité publique, évidemment, on a des critères qu'une entité privée ne va pas avoir. Donc nous, dans nos missions, c'est le soutien à la création artistique et au développement des artistes liégeois. Donc on a toujours cette vision lorsqu'on établit l'affiche d'un événement. En fait, la découverte d'artistes chez nous, elle se passe souvent en communiquant avec les programmateurs des différentes salles, que ce soit Jean-Yves, que ce soit les gens du Cultura, de la zone, etc. Mais non, très peu par mail, effectivement. Et donc, effectivement, pour savoir si un artiste va faire venir beaucoup de public, etc., il est important qu'il ait une présence sur les réseaux sociaux qui soit bien travaillée. Et c'est un élément qui peut faire la différence, effectivement. Maintenant qu'on a parlé de la manière dont les programmatrices aujourd'hui découvraient les artistes, j'aimerais m'intéresser à la façon dont les artistes, à l'inverse, s'adressent aux programmatrices. Quelles vont être les informations à mettre en avant ? Comment justement se démarquer quand on s'adresse au secteur pro de la musique ? Oui, des tas de documents sur lesquels j'ai effectivement travaillé. Donc j'ai fait un dossier de presse qui reprend l'historique des sorties, le CV des différents concerts, toutes les apparitions dans des émissions de radio, dans des émissions de télé. C'est vraiment un espèce de gros CV pour un peu rassurer les gens, pour montrer qu'il y a quand même quelque chose de soutenu et qui ne démarre pas de rien non plus. Dans mon cas, j'ai pas d'entourage, j'ai pas de booker. Donc depuis toujours, je dirais que je fais les choses par moi-même. Et depuis que j'ai monté mon asso, j'ai une bénévole qui m'aide en fait pour toute la partie booking. Je ne sais pas en fait qu'est-ce qui est convaincant vraiment ou pas pour un programmateur. En tout cas, ce que j'essaye de mettre en avant, évidemment, je parle de l'artistique, mais je mets tous les éléments qui peuvent, je pense, rassurer un professionnel. Donc par exemple que je suis une artiste de la Fédération Wallonie-Bruxelles, que je suis aidée financièrement pour le développement de mon projet, que je fais partie du catalogue Arevi, que j'ai été soutenue par un dispositif provincial. Et tous ces éléments-là montrent que déjà, au sein de la province, le projet a une légitimité, qu'il a été écouté par des professionnels, qu'on a voulu mettre de l'argent pour qu'il se développe. Donc c'est ces choses-là que je mets en avant. Donc il y a à la fois l'artistique et à la fois ces éléments un peu plus concrets pour donner confiance, rassurer. Mais voilà. Je fais ça même de manière personnelle. J'ai un CV avec absolument toutes les dates que j'ai fait depuis le début où je travaille dans le milieu de la musique. Donc c'est un truc qui fait 3 pages, quelque chose comme ça. Et je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire de toutes les mettre, mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Là où je trouve que c'est intéressant d'avoir le listing de tout ce qu'on a fait aussi, c'est de voir la progression du projet. C'est-à-dire qu'au départ, on a peut-être joué dans des cafés-concerts, et ça peut encore arriver aujourd'hui. Mais si on joue aujourd'hui dans une SMAC en France ou au Botanique ou dans des salles un peu plus prestigieuses, on voit que le projet a gagné en notoriété, il a gagné en professionnalisation. Et donc, c'est là que ça va être intéressant. Après, comment le mettre vraiment en avant dans un mail, je trouve que c'est plus difficile. Et encore une fois, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne sait jamais vraiment ce qui va attirer l'attention du programmateur, à part un moment pouvoir être assez ami avec quelqu'un pour avoir un retour clair. Je dirais qu'on ne sait jamais ce qui va un peu tiquer et donner confiance, quoi. Bizarrement, pour les groupes émergents, il y a quand même ça reste quand même toujours un coup de cœur sur un son ou sur une chanson. Donc, je pense par exemple Lazadio qui a joué aux Ardentes qu'on a vu. Voilà, il y a quelque chose de très brut, d'imparfait, peu d'expérience. Mais ça ne m'a pas empêché, quand j'ai vu le concert, de faire il y a quelque chose, il y a une personnalité, il faut qu'elle vienne aux Ardentes, même si c'est pas, même s'il y a on sent qu'il y a beaucoup de travail, mais il y a quelque chose qui fait que on a envie de soutenir ce projet-là plutôt qu'un projet qui est peut-être plus abouti ou plus soutenu ou plus carré. Voilà. Finalement, qu'est-ce qui va attirer l'œil du programmateur, de la programmatrice dans son choix de programmation ?
Et plus important encore, comment justement transparaître dans sa communication vers les professionnels du secteur, sa communauté, son public, son expérience scénique. Ensuite, ce qu'on regarde, c'est... Oui, effectivement, il y a la démarche, en tout cas, de l'artiste, voir si, même si elle n'est pas encore mise en place, cette volonté de professionnalisation est là. Il y a un entourage, il y a d'autres personnes. Enfin, voilà, ça, on ne l'a pas vraiment évoqué, mais au niveau de la communication, il y a aussi on a parlé un peu des agences, mais il y a aussi tout un tas de personnes relais. Quand même encore dans les médias spécialisés, il y a des podcasts, des blogs, enfin il y a beaucoup de personnes relais, mais en dehors des médias traditionnels qui étaient un peu monopolistiques avant. Et donc on voit un petit peu si, entre guillemets, ça buzz dans ces sphères d'influence, entre guillemets. Ça, c'est une deuxième chose, moi, auquel je suis attentif. Et puis, alors après, c'est ce dont on a parlé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a cette esthétique? Est-ce qu'il y a ce début de communauté qui se construit? Le danger, c'est que ça fait des mails après assez longs, donc il faut être assez synthétique. Et ce que je trouve toujours intéressant, en tout cas quand on fait une recherche pour le booking, c'est un gros travail de veille, c'est un gros travail de quelle salle, pour quelle esthétique. On ne prend pas un listing au hasard et on envoie des mails à la chaîne. Donc c'est aussi voir quel artiste joue, pour quelle première partie on pourrait se proposer en support. Donc ce qui est bien, je pense, c'est toujours mettre une petite phrase qui dit on connaît en gros. Le programmateur a compris qu'on n'envoyait pas le mail en même temps qu'à 100 autres personnes. On comprend ce que vous faites, on sait quelle esthétique. On a vu quels artistes allaient passer. Et qu'il y ait une cohérence, en tout cas. Parler aussi que la salle comprenne qu'on s'intéresse à elle, qu'on a compris son programme éditorial, sa ligne éditoriale, pardon. Tous dont le côté plutôt professionnalisant, tourné à l'étranger, est-ce que tu as rempli telle salle, c'est plutôt sur la seconde marche. C'est plutôt, je me dis plutôt, elle a passé la première, oui, il a passé la première étape. Maintenant, est-ce que la deuxième est présente? Est-ce qu'il y a cette professionnalisation est en route? Est-ce que il y a des tournées qui se font? Est-ce que le show se rôde? Est-ce que l'esthétique s'affine? Et là, on est plus alors sur regarder l'entourage professionnel et voir. Mais c'est vraiment une deuxième étape. La première, ça reste les trois éléments que je citais. Oui, ça, c'est sûr que là, on parle plus du nombre de dates, de l'expérience en tout cas. Il doit y avoir quelque chose de rassurant en se disant ça fait quand même autant d'années où le spectacle doit être rodé, le sujet est maîtrisé. Après, je ne sais pas si c'est quelque chose de rassurant pour eux non plus, parce qu'il y a deux poids, deux mesures. On peut très bien aller jouer, je sais pas moi, à l'autre bout du monde et avoir joué dans des minuscules trucs ou à jouer pour un cachet au chapeau ou pour de francs 6 sous. Ou jouer juste en Belgique dans des salles très prestigieuses. Je crois qu'avant tout, il faut vraiment identifier son public aussi. Savoir comment lui consomme toutes ces informations qui arrivent via les réseaux sociaux. Donc, au niveau des hip-hop, c'est un public plus jeune qui est très réseaux sociaux. Peut-être que pour des esthétiques rock, etc., c'est pas une nécessité de s'investir énormément là-dedans. Il y a certainement d'autres choses dans lesquelles on peut s'investir. Parce que ça reste du temps pour les artistes. Un investissement qui est récurrent, etc. Et on en demande tellement finalement aux artistes actuellement de développer d'autres compétences annexes. Voilà, à un moment donné, il faut choisir aussi. Pour le moment, je pense qu'effectivement, c'est une nécessité de communiquer au moins à minima, parce que pour trouver un concert, il faut qu'on puisse prouver aussi qu'on a une fanbase, etc. Et c'est quand même des chiffres qui sont à la vue de tous et qui sont facilement communicables. Donc, je crois que le clip YouTube, etc., ça doit être vraiment celui qui doit être poussé un maximum, où on n'est pas dans une communication, etc. On reste sur de l'artistique. Là, on peut travailler son esthétique comme on le veut. C'est de la communication aussi, finalement. Et ça, c'est vraiment indispensable. Merci de nous avoir écoutés. C'était Eye of the Tiger, une production de Fakir. Réalisé par Nastasia Rico et Fabien Hidalgo. Voix off et montage Nastasia Rico. Mixage Hugues Parent. Habillage sonore Clément Nourri et Lynn Cassias. Avec le soutien de Comme un lundi, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la SABAM et Playwright.